Il existe des histoires qu'on préfère oublier, des lieux qu'on évite, des noms qu'on ne prononce plus. Bienvenue dans la chronique interdite. On croit savoir ce qu'est un loup-garou, un homme qui hurle à la pleine lune, un monstre qui se transforme après une morsure, un visage qui se déchire, des griffes, du sang, et au matin plus rien, juste un cauchemar flou. C'est ce que le cinéma a raconté, ce que les romans ont répété, et ce que les séries nous servent encore aujourd'hui. Mais tout ça, c'est une invention récente. La vraie origine du loup-garou ne vient pas d'un studio hollywoodien. Elle remonte à des milliers d'années, à une époque où la bête n'était pas une image, mais une menace. Et surtout, à une époque où des hommes croyaient sincèrement qu'ils en étaient devenus une. La plus ancienne trace écrite du mythe du loup-garou remonte à il y a plus de 2000 ans. Un poète romain du nom d'Ovide raconte alors dans les Métamorphoses l'histoire de Lycaon, roi d'Arcadie. Selon le récit, Lycaon aurait voulu tester Zeus en lui servant un plat à base de chair humaine. La punition aurait été immédiate. Le palais détruit et Lycaon transformé. Son corps déformé, son esprit vidé. Il devient un loup, mais ce n'était pas qu'un mythe. Sur les hauteurs du mont Lycée, dans cette même région de Grèce, des rituels anciens ont été pratiqués il y a plus de 2500 ans. On les appelait les Lycaïa. C'était un festival en l'honneur de Zeus Lycaon, une version primitive du dieu de l'Olympe. Et selon des récits anciens, comme celui du géographe Pausanias, ces rites étaient bien réels. De jeunes garçons étaient envoyés vivre seuls dans la forêt, sans contact humain, comme des bêtes. Certains textes rapportent qu'un morceau de chair humaine était glissé dans un repas rituel. Celui qui le consommait était condamné à vivre 9 ans sous la forme d'un loup. Et si, durant ces 9 années, il n'avait attaqué aucun homme, il pouvait retrouver son apparence humaine. Des croyances anciennes, mais surtout, des rites documentés. Dans le nord de l'Europe, une autre forme de métamorphose existait. On les appelait les berserkers, des guerriers des anciennes cultures scandinaves. Ils portaient des peaux d'ours ou de loup. Et selon les sagas, ils entraient dans un état de rage incontrôlable avant les combats. Leur force doublait, leur regard se vidait. Certains pensaient qu'ils étaient possédés par l'esprit de la bête. Le mot berserker signifiait littéralement chemise de bête. Ce n'était pas un déguisement. C'était une transformation symbolique, mais vécue comme réelle. Plus au sud, dans les textes médicaux antiques, un mot apparaît, lycanthropie. Vers l'an 200, Marcellus de Bordeaux décrit des patients qui se croient transformés en loups. Des hommes qui fuient la société, qui vivent à l'écart, dans les bois, et qui adoptent un comportement animal. Plus tard, vers l'an 650, le médecin Paul Dégine classe cette condition comme un délire pathologique, une maladie mentale. Mais à l'époque, on ne fait pas la différence. Il y a plus de 2000 ans, dans plusieurs coins du monde, on croyait déjà qu'un homme pouvait changer, que sous certaines conditions, la frontière entre l'humain et la bête pouvait se briser. Au Moyen-Âge, on ne parlait plus de métamorphose symbolique. On ne citait plus les dieux anciens. On jugeait, on condamnait et on brûlait. Entre le 15e et le 17e siècle, des dizaines d'hommes, parfois des adolescents, ont été accusés d'être des loups-garous. Pas des sorciers, pas des fous, des hommes loups, des monstres déguisés en humains. Parmi les cas les plus documentés, il y a celui de Gilles Garnier, en France, dans les années 1570. Il vivait seul, près de Dole, dans l'est du pays, un ermite maigre, étrange, que les villageois évitaient. Pendant un hiver particulièrement dur, plusieurs enfants disparaissent. Certains corps sont retrouvés dans la neige, déchiquetés. Les rumeurs explosent. On raconte avoir vu une créature dans les bois. Parfois un loup, parfois un homme recouvert de poils. Garnier est arrêté, torturé. Et il avoue. Il aurait, selon le procès, utilisé une pommade magique pour se transformer en loup. Il dit avoir chassé, tué, dévoré. Il est reconnu coupable de lycanthropie et cannibalisme, et brûlé vif en 1573. Même époque, même Europe, autre horreur. Peter Stump, fermier allemand, est arrêté en 589 à Bedburg. On le surnommera plus tard le loup-garou de Bedburg. Son procès fait l'effet d'un choc. Stump est accusé d'avoir assassiné 14 personnes, dont des enfants, et d'en avoir mangé certains. Il aurait, lui aussi, reçu une ceinture magique du diable pour se transformer à volonté. Ses aveux, arrachés sous la torture, parlent de pactes, de rage et de nuits passées à rôder près des villages. Le 31 octobre 1589, il est exécuté dans des conditions atroces. Roué, démembré, décapité, puis son corps brûlé publiquement. Le verdict officiel: lycanthropie, meurtre, sorcellerie.
Vers l'an 1603, un autre cas trouble les autorités françaises. Celui de Jean Grenier, un jeune garçon de 13 ans. Il est accusé d'avoir attaqué plusieurs enfants dans les Landes et affirme avoir reçu une pommade de métamorphose. Il dit avoir rôdé près des églises, avoir sauté sur des filles et mangé de la chair humaine. Mais contrairement aux autres, il n'est pas exécuté. Les juges estiment qu'il souffre d'un délire mental. Il est enfermé dans un couvent, où il meurt des années plus tard. Pendant près de 2 siècles, la lycanthropie ne sera pas un conte, mais un crime. Punissable par le feu. Avec le temps, les flammes des bûchers ont disparu. Mais les questions sont restées. Et la science a commencé à chercher d'autres réponses. L'une des premières pistes, c'est le corps. Certains hommes accusés de lycanthropie souffraient de ce qu'on appelle l'hypertrichose. Une maladie génétique rare, où le corps se couvre de poils épais, y compris le visage. Dans les années 1130, un homme nommé Petrus Gonsalvus naît dans les îles Canaries. Atteint de cette condition, il est offert comme curiosité au roi de France, puis envoyé à la cour d'Italie. Lui, sa femme et plusieurs de ses enfants, eux aussi atteints, sont vus comme des bêtes humaines. À une époque où la pilosité était considérée comme une marque démoniaque, on ne parlait pas de maladie, mais de métamorphose. Autre piste, la rage. Une maladie virale transmise par morsure. Elle provoque délire, agressivité, hypersalivation, convulsions. Dans certains cas, une peur incontrôlable de l'eau. Les malades mordaient, hurlaient, fuyaient la lumière. Sans traitement, la rage tuait vite, mais toujours en laissant une image, celle d'un humain devenu bête. Puis vient la porphyrie, une maladie rare du sang. Elle attaque la peau, le système nerveux et parfois le cerveau. Les personnes atteintes développent une photosensibilité extrême, des douleurs violentes et parfois des déformations du visage et des dents. Les cas les plus graves entraînaient des troubles mentaux profonds et des comportements jugés anormaux, voire inhumains. Enfin, il existe un trouble psychiatrique rare, la lycanthropie clinique. Ceux qui en souffrent sont convaincus d'être devenus, ou en train de devenir, une bête. Les postures changent, les sons, le comportement. Certains hurlent, d'autres rampent, certains attaquent. Des cas sont encore répertoriés aujourd'hui dans des hôpitaux psychiatriques à travers le monde. Certains ont fait l'objet d'études médicales. Le mythe du loup-garou n'est peut-être pas né d'une légende, mais de la peur de ce qu'on ne comprenait pas, ni dans les corps, ni dans les esprits. Aujourd'hui encore, on parle des loups-garous comme d'une fiction. Mais certains éléments du mythe continuent d'exister sans qu'on les remarque vraiment. D'abord, il y a la pleine lune. Plusieurs études en psychiatrie ont démontré une hausse significative des troubles du comportement pendant les nuits de pleine lune. En 2001, une étude menée à Bradford, au Royaume-Uni, montre une augmentation claire des admissions pour agressivité et agitation. Une autre, menée à Genève sur plus de 90 patients, révèle que les crises violentes sont 2 fois plus fréquentes lors des pleines lunes. Pas une légende. Des chiffres, même constat dans certains rapports de police. Des pics d'agression, de violence conjugale et de comportements erratiques, répétés, phase après phase. Et pourtant, malgré les siècles, le loup-garou est toujours là. Dans les films, les jeux, les livres, mais aussi dans les ombres. Dans ce frisson qu'on ressent la nuit, quand un bruit étrange vient du fond des bois. Ou dans cette peur, irrationnelle mais tenace, qu'il existe encore des choses qu'on ne comprend pas. Il ne reste plus rien du loup-garou d'origine. Pas de pommade, pas de pacte, seulement une idée, que sous certaines conditions, l'humain peut redevenir animal. Ce qu'on appelle un loup-garou n'est peut-être qu'un mot, mais la bête, elle, n'a jamais eu besoin de nom. Il y a les histoires vraies et celles qui ressemblent trop à la réalité pour être ignorées. Chronique interdite.